Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite déjà une bonne soirée. Si quelqu'un peut mettre un petit message dans le chat avant qu'on démarre pour être sûr que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Hello, donc c'est bon, vous m'entendez bien, on peut démarrer. Top, parfait. Bonsoir à tous. Alors très rapidement, je me présente quand même, moi c'est Tiffany, je suis la responsable marketing de Chewepic. Alors on vous a invité aujourd'hui à ce webinaire parce que le recrutement, ça représente vraiment un véritable enjeu stratégique pour développer votre entreprise et vos équipes. Et c'est les personnes qui font partie de notre entreprise qui vont participer à la réussite de celle-ci. Donc c'est vraiment une étape très importante. Et c'est pour ça qu'on nous a invités ce soir avec Stéphane et Caroline pour vous aider à constituer une équipe pertinente et vous aider à définir votre stratégie de recrutement. Donc, je vais laisser Stéphane et Caroline se présenter rapidement. Mais déjà, je tiens à vous préciser que vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet chat au fil du webinaire et que vous pouvez répondre au petit sondage pour qu'on puisse adapter un peu les questions que je vais leur poser et surtout leurs réponses en fonction de votre profil et de votre situation. Voilà. Donc, je vais laisser Stéphane et Caroline se présenter rapidement. Bon, ladies first. Caroline, tu veux peut-être te présenter? Ouais, c'est parti. Alors, Caroline, j'ai fondé Ignition Programme il y a 7 ans. Et on fait du recrutement, de la formation et de l'accompagnement des entreprises sur toutes leurs problématiques gestion des people, avec beaucoup de conviction et d'engagement pour que toutes ces personnes s'épanouissent et produisent de la valeur, de la croissance. Voilà, pour des entreprises qui vont peut-être changer le monde, sait-on. Merci Caroline. Donc moi c'est Stéphane Aubin. Donc moi j'ai fondé Chewepic il y a 3 ans. On est incubé à Station F pour ceux qui connaissent le fonds. Donc nous on est une plateforme de freelance dans la tech et le digital. Voilà, notre but il est assez simple. On a d'un côté toute une action d'animation de communauté de freelance. Donc clairement dans la tech et digital. On a passé à peu près les 10 000 freelance aujourd'hui référencés et validés dans notre plateforme. Et depuis donc décembre 2020, donc l'année 2020 a été bonne. Et notre job est de mettre en relation donc ces communautés de freelance avec des clients en direct, start-up, scale-up, grands groupes, souvent au sein de la DSI, quoi. Et juste en introduction, voilà, n'hésitez pas en effet sur la forme. L'idée c'est que ce soir on est un petit groupe ce soir. Merci en tout cas de prendre le temps d'échanger avec nous ce soir. C'est vraiment qu'il y ait des interactions. Donc j'ai déjà vu dans la liste des invités, on a pas mal de startups de Station F avec Live Market que j'ai eu ce matin, qu'on verra la semaine prochaine. Mais l'idée c'est vraiment que ça soit un échange. Moi sur la partie, voilà, j'ai 10-15 ans de recrutement dans l'informatique. Donc sur la partie freelance, je pourrais répondre à pas mal de questions. Caroline sur l'approche plutôt chasse de tête. Donc n'hésitez pas, il faut que ça soit vraiment interactif. Donc on prendra aussi les questions, Tiffany, un peu au fil de l'eau. Donc en fonction de ce que vous avez en tête, n'hésitez pas à bombarder de questions. Alors, soit dans l'onglet de chat, mais surtout dans l'onglet questions, ça serait top. C'est ça. Merci à vous deux. Et oui, on vous a invités tous les deux sur ce sujet-là parce que vous avez créé votre entreprise dans le recrutement, mais surtout parce que vous avez travaillé pendant plusieurs années dans des grands cabinets de recrutement et que vous avez pu accompagner beaucoup de clients. Donc, vous savez quelles problématiques on rencontre et comment y faire face, on va dire. Du coup, pour commencer, je pense que c'est important de rappeler pourquoi c'est si important de recruter dans une entreprise. Pour vous, pourquoi le recrutement, c'est vraiment un élément stratégique à ne pas négliger et quand est-ce qu'on doit recruter? Tu veux… Vas-y, je t'en prie. Je démarre. Alors, pourquoi c'est stratégique? D'abord, moi, historiquement, je m'adresse beaucoup à des startups, essentiellement. Et comme disait Steve Jobs, les 10 premiers recrutements font le succès ou la perte de ton entreprise. Donc, en fait,
Sur mon marché, c'est complètement critique. Mais pas que. Je viens du monde des grands groupes. En fait, on peut rien faire si on projette, si on conçoit des projets sur lesquels on staffe pas les bonnes personnes. Donc, et pas staffer les bonnes personnes, c'est une histoire certes de compétences, mais c'est aussi une histoire d'envie, c'est une histoire d'adéquation de son du moment de vie où on est avec le projet. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et si c'est pas la bonne personne pour le projet, en fait, le projet foire, et c'est un temps et un argent tellement monstrueux perdu dans l'affaire. On estime un échec de recrutement à une moyenne de 50 000 euros perdus. Donc, effectivement, c'est un peu important, quoi. Et je vais aller un peu dans ton sens, et c'est amusant parce qu'on en parlait en off avant le début du webinaire, justement sur les comités de direction côté startup, mais le premier recrutement, surtout quand on est une petite structure, je pense que c'est encore plus impactant parce que si on est un grand groupe, alors c'est essentiel d'avoir les bonnes personnes, mais dans une plus petite structure, on commence déjà à deux, entre guillemets, deux associés. Et la première raison de réussite, le premier facteur de réussite d'une startup, c'est souvent les associés du début. Donc, le recrutement commence déjà par les associés et, entre guillemets, après par le petit noyau dur de la dizaine de personnes qui va arriver derrière. Mais c'est une des premières raisons d'échec de start-up, clairement. C'est un mismatch entre associés, une brouille entre associés. Et puis après, de façon un peu concentrique, justement, le premier noyau dur qui va faire que le projet va être porté, le projet va être l'idée. Et quand on est moins de 10, voilà, on ne peut pas se permettre clairement d'avoir quelqu'un qui est pas qui apporte pas, qui ne contribue pas à sa juste place, quoi. Et je pense que ça, l'impact dans des grands groupes, c'est peut-être un peu moins quand on est 30 000 ou plus, quoi. Je sais pas si, enfin, c'est sûr qu'un mauvais recrutement ne va pas tuer un grand groupe, mais en fait, chacun à son échelle. Quand on recrute le 10e salarié, c'est 10% de l'effectif. Donc, effectivement, on n'a pas intérêt à se planter. Quand on recrute 10% de l'effectif dans un grand groupe, on n'a pas intérêt à se planter non plus, quoi. C'est ça. Et je disais des études là-dessus, c'est que aussi le recrutement, c'est essentiel parce que c'est aussi une première vitrine vis-à-vis de l'extérieur. Donc, on envoie, nous, sociétés, start-up, peu importe, mais on envoie aussi, on projette notre image. Et dans 47% des candidats interrogés dans cette étude-là, les candidats pensent que justement la stratégie de recrutement, cette approche du marché, c'est vraiment essentiel, voire important. Donc, il est vraiment très, très important qu'on soit petite société, start-up ou grand groupe, d'avoir quelque chose de très, très clair sur la stratégie de recrutement, d'avoir un message très clair parce que c'est la première fois, c'est un des canaux qui va faire qu'on va discuter, on va dire, avec le marché, avec ses stakeholders et ça projette vraiment son image. Donc, ça va de la définition du besoin jusqu'à tout le process du recrutement qui doit vraiment être anticipé, pensé pour ensuite être bien exécuté, quoi. Là où tu as un point que je trouve intéressant, c'est que quand tu démarres, en tout cas, il y a une partie du projet qui est fondamentale, qui est la culture de l'entreprise. C'est un projet en soi, en fait. Et donc, quand tu recrutes, il faut aussi penser à ce projet-là. Donc, tu disais, les associés, en fait, ils vont fonder la culture de la boîte. Donc, quand tu prévois tes premières fiches de poste, il faut prévoir ce projet-là aussi dedans. Après, plus la boîte est grosse, plus la part de contribution de chacun à la culture est à la fois importante, mais en même temps plus diluée, donc c'est moins essentiel. Mais au début, c'est comme ça qu'on va créer une culture de boîte aussi. Hein. Okay. Oui. Il y a une petite question de Tanguy. Je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant ou si vous préférez la développer plus tard, sur ce que vous pensez de la méthode WOO. Moi, j'ai répondu direct, que j'ai une grande fan. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très structuré, très structurant. C'est une méthode qui prend beaucoup de temps. Nous, on a beaucoup travaillé à adapter plusieurs méthodes entre elles, mais WOO en fait vraiment partie en termes de complétude du modèle. C'est ce qui a, je trouve, de plus abouti. Après, selon le type de recrutement qu'on fait, on va passer tout le temps de la méthode WOO où on va comprimer un peu pour certains postes, quoi. Mais parce que c'est vraiment une méthode qui prend beaucoup de temps. Elle est tout à fait impressionnante dans ses résultats. Dans les grandes lignes, parce que je ne suis pas adepte, moi, de la méthode WOO, donc je vais apprendre des choses aussi ce soir. Merci, Caroline. Tu as tout à fait raison.
qu'il faut en parler du coup. La méthode, c'est un livre écrit par un cabinet de recrutement reconnu aux États-Unis qui explique que d'abord le recrutement, ça commence dès le sourcing et qui sur différents aspects du recrutement, donc du sourcing à en fait quasiment, alors eux ils parlent pas de la fin de la collaboration, ils parlent de la fin de la période d'essai, je crois, ou la fin de l'onboarding. Je crois qu'ils vont jusqu'à la fin de l'onboarding, qui donne tous les facteurs clés de succès et qui donne une méthode de réalisation des entretiens, etc., qui est extrêmement carrée. Mais par exemple, pour un entretien, il faut quasiment compter 4 heures d'entretien à chaque fois, quoi. Donc c'est pas négligeable. Mais cela dit, moi je la trouve extrêmement pertinente. Ce qu'on a fait pour nous, c'est qu'on l'a disséqué en plusieurs morceaux parce qu'on préfère faire plusieurs entretiens et donc voilà, mais ça fonctionne très très bien. Okay. Je vous invite à lire le livre, il est très bien. Ok, top. Mais du coup, même moi, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que la méthode Woo existait. Donc, ceux qui veulent pourront lire le livre et s'informer un peu plus dessus. Et du coup, on a parlé rapidement, mais oui, le recrutement, c'est vraiment essentiel pour développer son entreprise. Mais avant de lancer un recrutement et de rechercher des profils, il faut vraiment définir ses besoins et savoir de quoi on a besoin, de quel profil on a besoin. Et là-dessus, est-ce que vous avez des conseils sur vraiment les choses importantes à définir, les questions à se poser pour définir clairement ses besoins avant de se lancer dans ces recrutements? Ça va peut-être rejoindre aussi la méthode Woo, j'imagine, avec la définition du besoin en amont, la scorecard. Ouais. Justement, bien penser. En fait, c'est impossible de trouver quelque chose qu'on n'a pas bien défini en amont. Et souvent, nous, quand on a du mal à recruter ou quand on a un client qui voit 1, 2, 3, 10 candidats, 15 candidats, c'est qu'il y a un vrai problème. Généralement, un recrutement, ça se fait toujours vite et bien. Si on sait exactement ce que l'on recherche, on n'a pas de difficulté, on a moins de difficultés à trouver la bonne personne. Même si, encore une fois, on pourra jamais matcher 100% des critères, parce que quand nous, côté prestataire, enfin moi je ne sais pas si c'est la même chose, Caroline, mais quand on définit un besoin avec un client, alors typiquement, nous, on ne laisse jamais un client diffuser son annonce tout seul. On a toujours une validation, parce que souvent, c'est un peu la liste à l'après-vert avec tous les mots-clés. La personne doit tout savoir faire. Enfin, c'est impossible. Il faut hiérarchiser vraiment les compétences qui sont vraiment importantes, les must-have, les nice-to-have. Et c'est souvent le travail que nous, on fait en cabinet de conseil. C'est dire, OK, on connaît bien l'écosystème, on connaît bien les candidats. Ce que toi, tu recherches, ça ne va pas être possible. Donc, le mouton à 6 pattes, on le réduit au moins à 4 pattes pour qu'il soit vraiment quelque chose de trouvable. Mais moi, je trouve que c'est vraiment important. Et si on ne fait pas cet effort-là, derrière, on va perdre un temps fou. On va contacter des candidats qui vont faire des entretiens pour rien et ça ne va pas aboutir. Si on fait plus de 10-15 candidats, 10-15 entretiens sur le même poste, c'est qu'il y a un vrai problème de définition du besoin et peut-être des candidats qui arrivent. Mais souvent, c'est très bon. En tout cas, pour moi, c'est quand même assez lié, quoi. Oui, je pense que vous avez eu tous les deux des expériences en tant que recruteur de besoins qui étaient mal définis, de fiches de poste qui ne correspondaient pas au vrai profil, aux vrais besoins de l'entreprise, même si ça a même un retour que non de certains candidats que les entreprises, parfois, entre la fiche de poste et la mission réelle, il y a un grand écart qui fait que tout le monde perd du temps et au final, on met du temps à avancer. En fait, pour faire le lien avec vous, effectivement, nous, la méthode qu'on utilise pour les fiches de poste, c'est celle de vous. C'est ce que j'ai trouvé de plus abouti sur le sujet. Il s'agit de fixer dès le début des objectifs et non pas des compétences que tu souhaites retrouver. Ça, à mon sens, et de l'expérience que j'ai de 7 ans de recrutement, c'est que c'est beaucoup plus efficace de dire pour un poste, je veux que dans les 6 premiers mois, cette personne ait réalisé notre budget prévisionnel de telle façon que je puisse prendre des arbitrages avec des décisions fortes sur tel et tel sujet, que de dire
j'aimerais qu'il soit fort en Excel, qu'il ait quelques compétences financières, et puis ce serait pas mal qu'il ait un peu de vision stratégique. Parce qu'en fait, quand on va voir le candidat, pour mesurer sa capacité à faire, c'est beaucoup plus efficace d'aller directement à l'objectif, quoi. Et de se dire, OK, je vais lui poser les questions qui me permettent de savoir s'il peut remplir cet objectif. Donc, concrètement, on va lui poser la question, est-ce que tu as déjà fait un budget prévisionnel et dans quelles circonstances? Ou alors, est-ce que tu as déjà éclairer des décisions par des décisions stratégiques par une démonstration analytique chiffrée. Et en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher un candidat sur il a fait le même poste dans une autre boîte similaire avant. D'abord parce que s'il a vraiment exactement fait la même chose, c'est que probablement il y a un problème s'il veut pas évoluer chez vous. Donc moi, ma croyance, c'est que c'est beaucoup plus efficace d'aller chercher quelqu'un qui, même si ça ressemble, même si c'est pas exactement le même poste, a fait des choses qui démontrent qu'il est capable de répondre à cet objectif. Et donc, en termes de fiche de poste, nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on va retravailler sur la stratégie. C'est aussi pour ça qu'on est très présent chez nos clients, aussi en amont sur leur strat, leur orga, etc. On accompagne ces choses-là parce que, en fait, de là découlent les meilleurs scorecards et les meilleures fiches de poste. Voilà. Donc, et puis, tu intègres les objectifs dans la scorecard plutôt que d'avoir. Ma méthode, c'est d'intégrer les objectifs dans la scorecard. C'est de dire, ben voilà où on en est. Et voilà à 6 mois. Alors, on est sur le marché des startups. Si on était sur le marché des grands groupes, on irait peut-être à 2 ans, à 3 ans. Mais voilà à moyen terme, déjà, ce qu'on aimerait qu'il soit accompli. Donc, à 3 mois, 6 mois, 1 an. En gros, dans la fiche de poste, on met des choses comme ça. Okay. Et puis après, on décrit la culture et fait partie des objectifs de s'intégrer et de faire évoluer la culture de la boîte. Voilà. Mais ça, c'est très, très structurant pour la manière dont on va évaluer le candidat que de se projeter déjà dans son poste. Et puis, ça évite de faire rentrer quelqu'un sans trop savoir en fait quoi il va faire. Et pour les seniors, un truc qui marche très, très bien, c'est de leur proposer, après un premier rendez-vous où on échange aussi sur la boîte et on permet aux candidats d'en savoir plus sur la boîte. Donc, c'est un premier échange qui, grosso modo, permet justement d'en savoir plus sur son parcours et ce qui lui permettrait de remplir ses objectifs. On lui propose dans un deuxième échange de carrément faire sa propre fiche de poste, de proposer sa propre fiche de poste et sa prise de poste sur les 6 premiers mois. Ça marche extrêmement bien parce que les gens se positionnent. Ce que dit Wu et auquel j'adhère complètement, c'est si on met une barre suffisamment haute sur cette fiche de poste, sur cette scorecard, les candidats qui ne sont pas adaptés, quand bien même ils auraient un énorme melon, en réalité, ne vont pas avoir envie de se prendre cette montagne-là. Et alors que les candidats qui sont bien adaptés vont être excités par le challenge. Donc, en plus, il faut des objectifs quand même assez ambitieux. Et si on propose aux candidats de la faire, cette fiche de poste, donc de la revoir, parce que nous, on a déjà fait le boulot quand même, de proposer quelque chose, on apprend même parfois à réévaluer sa fiche de poste et à se dire, en fait, ça m'apporte de la nuance et puis, en fait, de la richesse que de lui avoir proposé de transformer ce projet-là. C'est extrêmement puissant comme exercice. Enfin, nous, on est extrêmement satisfait de faire ça, même pour chez nous en interne. Voilà. Ok, c'est vrai que c'est super intéressant de demander au candidat de faire sa fiche de poste. Ça marche pas pour les juniors, hein. C'est trop compliqué pour les juniors, mais pour les seniors, ça marche. Et justement aussi de. Ah, Stéphane, on t'a perdu. Ah là là, la connexion. Ouais. On a perdu un peu Stéphane. Mais il y a Julie qui demandait c'est vrai que dans un univers startup, c'est difficile de définir des objectifs parce que ces objectifs vont beaucoup changer et évoluer au cours du temps. Ouais, c'est très juste. C'est très juste. C'est pour ça que je parle d'horizons de temps qui correspondent à la structure.
Il ne s'agit pas de définir des objectifs à 3 ans ou à 5 ans dans une startup. C'est pas le sujet. En revanche, quand on fait un recrutement, on sait quand même à peu près pourquoi on le fait. Enfin, il y a quand même un driver derrière ça. Alors, le driver, il peut être double. Il peut y avoir une question de manque de compétences ou une question de manque de temps. Mais on les connaît, les projets. On sait quand même, au moins à 3 mois, on sait dans quelle direction on s'oriente et on sait ce qui nous manque. Ce qui nous manque, après, ça demande quand même de se poser pour savoir, pour faire l'état des lieux dans la boîte. Moi, c'est ce que je fais beaucoup avec mes clients, c'est je fais l'état des lieux dans la boîte de dire, OK, par exemple, on vient me voir, on me dit, il me manque, j'ai besoin d'un responsable marketing parce que là, on s'en sort plus. En réalité, jusqu'au moment, même s'il n'y avait pas de responsable marketing, on est dans une toute petite structure, il n'y avait pas de personne ne portait la casquette de responsable marketing. Ça n'empêche absolument pas qu'il y avait déjà des gens qui faisaient un peu du marketing. On démarre pas du jour au lendemain, il n'y avait pas de marketing, et puis soudain, hop, il y a un marketing. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a un départ lancé. Et donc, il faut bien faire attention à ce que les gens qui faisaient un petit peu de ça dans la boîte, est-ce que finalement, ils avaient les compétences pour le faire? Ils auraient pu le faire, mais ils n'avaient pas le temps. Et dans ce cas-là, c'est très important de se demander est-ce qu'il ne valait pas mieux qu'ils lâchent leurs autres missions? Et dans ce cas-là, on cherche plutôt quelqu'un, par exemple, en sales, si leurs autres missions étaient sales. Ou est-ce qu'il vaut mieux, effectivement, qu'ils lâchent le marketing? Et là, je grossis le trait en disant le marketing, pas le marketing, mais ça peut être des projets. Et donc, se poser la question de savoir quels sont les projets qui sont en cours ou qu'on aimerait lancer avec ce recrutement. Savoir ce qu'on aimerait avoir accompli dans 3, 6 mois, 1 an et demi peut-être pour les startups ou 2 ans pour les startups un peu plus assises et se dire, moi, avec ce recrutement, j'aimerais accomplir ce truc-là. Et après, se poser la question clairement de savoir quelles sont les compétences dans la boîte déjà présentes, réallouer tout ça, les rôles et responsabilités sur ces projets et recruter sur vraiment le manquant. Et le manquant en termes de compétences, parce que ce serait dommage de doubler les compétences que vous avez et de ne pas aller chercher ce que vous n'avez pas, quoi. Et ne pas hésiter à revoir des périmètres. Et ça, parfois, ce qui pêche, c'est qu'on croit qu'un tel, il veut faire ça, mais en fait, on ne lui a jamais posé la question. Et on n'en sait rien du tout tant qu'on ne lui a pas posé la question. C'est très important, surtout sur des petites équipes, de se poser la question de est-ce que les gens ont envie de continuer sur ce projet-là ou par rapport à ce poste ouvert, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas rebattre les cartes plus intelligemment et aller chercher peut-être quelqu'un d'encore plus senior sur autre chose? Enfin voilà, il y a plein de possibilités quand on ouvre un poste. Donc vraiment, vous ne fermez pas les chakras là-dessus et rebattez les cartes à chaque fois que vous ouvrez un poste. Et après, il y a des postes qu'on ouvre parce qu'on a vraiment un manque de temps, un manque de bras, quoi, sur des choses qu'on maîtrise. Et là, c'est par exemple des postes où on a déjà plusieurs personnes, par exemple les commerciaux, on a déjà plusieurs commerciaux qui commencent à avoir des méthodes, qui commencent à pouvoir se muscler et se professionnaliser, et donc ils savent ce qu'ils voudraient renforcer. Et souvent, du coup, on a la même fiche de poste plusieurs fois. Dans ce cas-là, c'est intéressant de professionnaliser les fiches de poste en étant de plus en plus précis sur les objectifs de ce poste-là. Mais sur les postes complètement nouveaux, page blanche, ça n'empêche absolument pas de fixer des objectifs. On connaît ces projets, on sait ce qu'on voudrait accomplir. Enfin, je crois. Mais du coup, il faut essayer de se définir des objectifs pour la fiche de poste, prendre en compte aussi l'équipe qui est déjà présente, prendre en compte leurs compétences et ce qu'ils ont envie de faire. Ouais. Oui, Stéphane, est-ce que toi, tu as des choses à ajouter, même pour définir une fiche de poste? Alors, j'ai disparu pendant 5-10 minutes parce que j'avais plus de connexion à Internet. Donc là, vous en étiez sur la définition de la fiche de poste? Oui, c'est ça. Et du coup, oui, Caroline. Vas-y. Non, je pense qu'on en avait parlé tout à l'heure sur la définition de la fiche de poste et en effet de travailler sur les scorecards. Et en effet, je pense que c'était une bonne approche de travailler plutôt sur les objectifs plutôt que sur uniquement des compétences, parce que ce qui est très difficile de proposer à un candidat, c'est de trouver un candidat, et le biais que je trouve à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, c'est on veut recruter quelqu'un qui a déjà fait ce job-là.
Donc concrètement, qui va ticker déjà toutes les cases. Et c'est compliqué de projeter quelqu'un qui a déjà fait ce job-là sur la même fiche de poste, quoi. Donc voilà. Ok. Et oui, est-ce qu'il y a d'autres choses un peu plus précises en termes de, par exemple, de compétences et de type de profil que vous mettriez dans une fiche de poste? Enfin, c'est quoi pour vous les autres questions à absolument se poser quand, ok, bon, on a besoin de recruter parce qu'on veut grandir, mais comment construire cette fiche-là? Est-ce que vous avez d'autres trucs à... Non, je pense qu'on en avait parlé tout à l'heure sur les objectifs, les compétences. Moi, je ferais quand même aussi un filtre entre la théorie, c'est-à-dire que tout ce qu'on veut en théorie voir ou ce que la personne ait comme compétence ou puisse atteindre comme objectif, c'est ensuite de les hiérarchiser. Souvent, on arrive avec des clients qui ont fait en amont ce travail-là, qui ont une fiche de poste, mais vraiment très, très, voire trop complète. Et à un moment donné, la réalité du terrain, du marché fait que il faut hiérarchiser entre les must-have et les nice-to-have, avec ce qui est vraiment indispensable et ce qui est du domaine de compétences que le candidat n'a pas tout de suite, mais peut monter en compétences très rapidement dessus. Donc, il faut avoir certaine flexibilité par rapport à ses attentes sur les compétences clés et celles que le candidat peut acquérir justement dans les premières semaines, premiers mois de sa prise de poste, quoi. Et est-ce que pour vous, c'est important de prendre en compte et de discuter avec l'équipe, surtout quand on recrute quelqu'un pour un projet ou pour une équipe précise? Est-ce que pour vous, c'est important d'intégrer les personnes de cette équipe-là pour définir aussi les besoins qu'ils pensent manquer dans l'équipe ou pour le projet Intégrer l'équipe quoi, dans la définition du poste ou dans le process de sélection? Les deux, mais là, du coup, pour la définition du poste. Pour moi, c'est clé dans la sélection. Dans la définition du poste, de toute façon, c'est les personnes les plus impactées pour moi par cette embauche-là qui doivent en prendre la responsabilité et l'action. Donc, si une équipe est impactée, enfin, s'il y a plus de 5 ou 6 personnes impactées par ce recrutement, en fait, elles doivent pouvoir mettre leur nez dans la scorecard et dans la sélection. Après, c'est surtout dans la sélection que pour moi, c'est intéressant d'avoir une personne représentant chaque équipe qui va être impactée, quoi, peut-être. Mais le plus impacté, ça va être quand même son manager. Donc, pour les 3/4 du temps, c'est quand même le manager qui s'en occupe, qui prend sa responsabilité et qui peut consulter d'autres personnes, en particulier sur la culture, parce que sur la culture, c'est intéressant d'aller chercher des gens qui ont une autre approche, qui sont peut-être un peu plus éloignés de soi sur la culture de la boîte. Il y a toujours la culture d'une boîte, c'est un groupe, donc c'est à la fois très cohérent et en même temps fait de plein de gens différents. Donc c'est intéressant d'aller chercher des gens qui sont un peu plus différents de soi pour voir comment ça va s'intégrer, parce que souvent dans un pôle, il y a un risque d'avoir des gens qui se ressemblent trop et qui ne sont pas capables d'aller parler à un autre pôle. C'est important de pouvoir avoir de la diversité. Donc, chez nous, ce qu'on fait, c'est que il y a le manager s'occupe du recrutement, fait souvent rencontrer la personne à d'autres personnes de l'équipe, et puis après, il y a un café avec quelqu'un qui est d'une toute autre équipe pour voir comment ça pourrait interagir. Ok. Et pour vraiment finir sur un peu la définition des besoins et la fiche de poste, est-ce que pour vous, c'est important d'intégrer la culture de l'entreprise et la mentalité de l'équipe en général ou pas? Ou plus l'aborder après? Ça rejoint aussi une question intéressante de Rebecca. Je ne sais pas si vous y avez répondu tout à l'heure quand je me suis déconnecté, mais je trouve intéressante, c'est quand il y a les moyens de recruter des postes en CDI, y a-t-il une méthode efficace pour recruter des stagiaires? Et donc probablement des étudiants qui ont peu d'expérience. Est-ce conseillé ou une perte de temps? Et en effet, je trouve que le plus délicat, entre recruter des stagiaires ou des gens qui ont 3, 4, 15 ans d'expérience, c'est pas du tout la même chose parce qu'un stagiaire, on est en train de recruter nous des stagiaires en ce moment donc chez Cherry Pick et je trouve ça très très dur. Réellement, je préfère 10 fois. Je pense qu'on est 10 fois plus efficace avec nos clients quand ils nous demandent des experts qu'avec des stagiaires qui ont 1 ou 2 stages, pas beaucoup d'expérience. Et comment nous on le fait réellement, c'est des entretiens qui sont vraiment basés sur des soft skills et exclusivement sur des soft skills. Donc en effet,
le culture fit est vraiment très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le processus de sélection, il y a un entretien avec l'équipe. Alors normalement, avant, on faisait un petit verre, mais bon, là, il y a un entretien ou une visio, mais il y a un échange entre guillemets qui est informel, mais que jamais très informel, parce que c'est vraiment important de voir comment ça peut fitter. Mais en amont, les questions que nous on pose, c'est vraiment, on a fait une scorecard qui est exclusivement sur des traits de personnalité. Et on laisse les candidats illustrer avec le meilleur exemple qui soit, s'ils peuvent démontrer tel ou tel trait de personnalité, s'ils sont capables de relever tel ou tel challenge. Et le but, c'est de leur laisser prendre l'exemple le plus pertinent. Et pas uniquement dans son expérience professionnelle, parce que par définition, ce sont des jeunes diplômés, des stagiaires de fin d'études ou des stagiaires. Ils ont fait 1 ou 2 stages. Donc, s'ils n'ont pas fait le bon stage, ils n'auront pas la bonne expérience et pas le bon exemple pour illustrer telle ou telle compétence. Donc, il faut laisser vraiment ouvert à ce que la personne, surtout un très junior, puisse prendre l'exemple sur sa vie perso, sur quelque chose de pertinent. Enfin, ça peut être tout bête. Hein, c'est la ténacité, l'esprit de challenge. Quelqu'un qui peut prendre un exemple de, je sais pas, c'était un sportif de haut niveau, tout ça parle un peu plus facilement, quoi. Mais c'est compliqué. Je ne partage pas ton point de vue, Stéphane, en fait. J'aime bien, moi, recruter des stagiaires, j'avoue. J'aime bien recruter des gens. C'est pas que j'aime bien recruter des stagiaires, c'est que j'aime bien recruter des gens indépendamment de savoir s'ils ont déjà produit quelque chose dans le domaine dans lequel on va le recruter. J'aime beaucoup aller explorer d'autres choses et en particulier, je trouve que chez les jeunes, d'abord aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle, souvent a beaucoup de vécu et de capacité à extraire de ce vécu des compétences. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont fait des voyages, alors un peu moins maintenant avec le Covid, les pauvres, mais ils ont fait des voyages, ils ont des assos, ils ont fait du bénévolat, du caritatif. Il y a une espèce d'engagement maintenant des jeunes générations où en fait, ils font des choses et par ailleurs, mes croyances très très fortes sur le recrutement et je crois qu'elles marchent parce qu'aujourd'hui on a quand même démontré notre modèle, c'est que on peut recruter sur un parcours et une expérience qui n'est pas nécessairement le CV qui correspond au programme. Et ça donne chez un stagiaire, en fait, pour répondre très concrètement à la question, j'ai un projet, j'ai besoin de quelqu'un. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? J'ai besoin de quelqu'un pour faire de la prospection client. On est une toute jeune boîte, on n'a pas les moyens de prendre un CDI et pourtant, la prospection, ça va être clé parce que ça va être le premier contact avec les clients qui ne nous connaissent pas. Et souvent, en plus, quand on est une start-up, parce que là, on parle de start-up toutes jeunes qui n'ont pas les moyens d'embaucher des CDI, quand on est une start-up toute jeune, le pitch, il n'est pas écrit ou pas bien, l'offre, elle n'est pas bien designée. Donc, tout ça est à moduler avec le client, donc il faut vraiment être super malin pour le faire. Donc, il ne faut pas se planter dans le recrutement de son stagiaire parce que, encore une fois, les 10 premières personnes, souvent, elles incluent des startups, des stagiaires et malgré tout, elles font le succès de la startup. Donc, il ne faut pas se planter. Et pour moi, c'est vachement intéressant à ce moment-là de se baser sur, ok, tu n'as pas d'expérience professionnelle, mais raconte-moi n'importe quel exemple, va chercher dans ta mémoire, qu'est-ce qui pourrait me convaincre, et là, il faut sortir des faits et des chiffres, qu'est-ce qui pourrait me convaincre que quand tu vas appeler quelqu'un, tu vas pouvoir le convaincre, lui, d'acheter notre solution. Et ces jeunes, quand bien même ils ont très peu d'expérience, ils sont tout à fait capables d'aller chercher dans leur histoire des moments où ils ont été capables de convaincre, d'amorcer une discussion, de transformer un produit ou de transformer je sais pas, un projet. Je veux dire, quand on a autant d'associations que aujourd'hui les étudiants, ils ont régulièrement été obligés de faire du démarchage, ils ont régulièrement été obligés de convaincre des centaines d'élèves de les suivre. Enfin bon, donc en fait, ils ont des exemples dans leur histoire qui prouvent qu'ils ne savent pas vendre et faire de la prospection. Donc, moi, j'adore cette démarche. Je dis pas que tu disais l'inverse, hein, Stéphane. Non, mais... je dis que moi, j'aime bien ça. Voilà. Il faut laisser acheter des exemples qui soient pertinents dans autre chose sur des expériences purement professionnelles. En effet, il y a
Il y a tout un tas de choses. Après, on t'entend pas. Tiffany, on t'a perdu, j'ai l'impression. Non, c'est toi qu'on a perdu, Stéphane, je crois. Ouais, c'est ta connexion, Stéphane, qui est vraiment pas terrible. Désolée. Je suis désolé. Sur F, on n'est pas très bien outillé sur l'Internet. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Mais du coup, pour les stagiaires, vraiment, si on se base sur les objectifs et si on se base sur une méthode de sélection, et peut-être que tu allais y venir, Tiffany, mais là, en termes de méthode de sélection, une fois qu'on est face au candidat, poser à chaque fois la question de qu'est-ce qui, en termes de réalisation, de faits, de chiffres, peut me convaincre que tu seras capable de remplir cet objectif. Vraiment, c'est une méthode qui fonctionne bien pour aller chercher dans d'autres expériences la capacité à faire ce projet-là. Oui, vu qu'on est sur le sujet, ouais, je pense qu'on peut rester dessus, l'approfondir sur oui, comment on fait pour choisir un profil, sur quels critères on va se baser. Par exemple, vous parlez des soft skills, c'est l'exemple plus particulier des stagiaires, mais oui, est-ce qu'aujourd'hui, il faut juste regarder le CV? Est-ce qu'on va rester dessus, vous pensez, ou est-ce qu'il faut vraiment de plus en plus se tourner vers ces soft skills, vers ces compétences qu'on va développer, sur cette manière d'être, etc. Stéphane, est-ce que tu as une connexion suffisante ou est-ce que je prends la main? Bon, je prends la main. Ouais. Alors, le CV n'est pas l'alpha et l'oméga du recrutement, loin de là. Moi, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mon ennemi parce qu'en réalité, il rend bien des services, le CV quand même. Il aide à comprendre. Maintenant, beaucoup de gens savent pas rédiger un CV et il faut se souvenir, c'est très important, que quand on recrute quelqu'un, on le recrute pas pour sa capacité à écrire un CV, on le recrute pas pour sa capacité à passer un entretien, on le recrute pour réaliser un projet et faire grandir la boîte. Donc, ne pas se tromper de sujet sur lequel on va évaluer le candidat, quoi. Donc, le CV, c'est important, mais c'est important de bien savoir le faire aussi. Et du coup, c'est important pour un recruteur de bien savoir enlever les biais. Et moi, ce que j'évalue à la fin, de toute façon, ce sera les réalisations, les succès. On cherche, nous, chez Ignition, notre standard, parce qu'on sélectionne quand même, en fait, on ne garde que 5 à 7% des candidats qui se présentent dans notre pipe. Donc, il y a 95% des gens à qui, grosso modo, on explique qu'on ne va pas pouvoir bosser avec eux, ce qui est extrêmement douloureux pour nous, mais en même temps, si on veut avoir des candidats qui correspondent à notre promesse marché pour nos entrepreneurs, on est obligé. Et cette promesse, c'est laquelle? C'est de dire qu'on va aller chercher des candidats qui sont capables d'avoir cet esprit entrepreneur et de faire grandir une boîte dans l'agilité et dans les transformations et la croissance qu'ont ces boîtes-là. Et donc, on a 3 critères. On a un critère qui est, en fait, on dit génie, énergie, cambouis. Et en fait, l'idée, c'est le génie, c'est pas de trouver que des Einstein, c'est de trouver des gens qui trouvent des solutions simples à des problèmes complexes. L'énergie, c'est parce que on sait très bien qu'en start-up, il va falloir un enthousiasme et une motivation et une énergie à toute épreuve parce que il faut de l'esprit d'initiative. La page, elle est toute blanche. Donc, ça demande une énergie de fou d'être en permanence en train de réinventer son métier, d'inventer les prochains projets, etc. Mais en particulier, ce qu'il nous faut, c'est un esprit d'initiative. Voilà. D'être capable d'affronter les pages blanches en permanence. Et cambouis, parce qu'il faut être capable de, ce qu'on dit, de mettre les mains dedans, parce qu'on pense qu'en start-up, il y a l'environnement évolue tellement qu'il faut être capable d'aller sur des sujets qui sont pas les sujets, nos sujets faciles de prédilection ou même les sujets que l'on trouve pour soi les plus nobles. Quand je dis ça, on peut évidemment penser dans une startup de temps en temps, il faut aussi faire un coup de ménage sur son bureau parce qu'en fait, on va pas avoir le truc tout cuit. Mais c'est vraiment pas que ça. C'est surtout, par exemple, pour un marketeur, être capable d'aller parler à un client.
et se dire que c'est pas sale les sales, quoi. C'est pas sale le commercial. Et inversement, pour un commercial, être capable d'aller traquer ses données, comme un marketeur saurait le faire pour le coup, mais capable d'aller traquer ses données et de se dire, bah ouais, je vais remplir de l'Excel parce que c'est important d'avoir un peu de data. Et pour l'un et pour l'autre, en fait, le travail de l'autre est un peu le cambouis de chacun, quoi. Mais il faut être capable d'avoir des gens qui savent aller au-delà de leur domaine de prédilection, parce que même si ça les fait un peu chier, parce que en fait, ce qu'on leur demande, c'est pas d'être capable de renoncer à ce qu'ils aiment. Ce qu'on leur demande, c'est d'être capable de dépasser une corvée pour l'objectif. Voilà. Et je pense que dans une startup, c'est très important d'avoir des gens qui se disent, en fait, ça me fait plaisir d'aller faire un tableau Excel, quand bien même c'est pas mon truc, parce que je sais qu'avec ce truc-là, je vais réussir. Et c'est ça qu'on cherche dans nos candidats. Donc, en termes de critères de sélection de base pour les startups, nous, c'est ça qu'on a établi. Voilà. Et après, j'ai envie de laisser la main. J'aurais plein de trucs à dire, mais j'ai envie de laisser la main à Stéphane parce qu'il est là. C'est bon, t'as retrouvé. Oui, Stéphane, peut-être même autre que dans les startups, mais plus globalement, est-ce que toi, tu as des conseils ou sur quels critères, quel élément on prend en compte vraiment pour sélectionner un candidat sur le CV et autre que le CV? Alors, le CV, moi j'ai un peu la même opinion que Caroline. Le CV, on en a tous trop vu, et en effet, il y a des gens qui savent pas bien les faire. Il y en a de plus en plus. Nous, on n'est que sur de l'informatique. De plus en plus, les candidats, nos consultants, refusent même de faire un CV. Et vous demandez à un consultant de faire un CV, bah, il dit bah non, écoute, dans ces cas-là, je postule pas, ça m'intéresse pas. Donc le CV, malheureusement, c'est vraiment un exercice qui est emmerdant à faire. Je pense que pour tout le monde, il faut le mettre à jour, il faut que ce soit détaillé. Il y a un formalisme. Moi, personnellement, ça fait 10 ans que j'en vois tous les jours, donc je serais ravi de me séparer du CV. Et c'était un peu l'objectif donc de Cherry Pick, c'était d'avoir la vision, c'était on oublie le CV parce que ça ne dit pas grand-chose de la personne. Et où est-ce qu'on peut trouver des indices comme quoi la personne a telle ou telle compétence. Donc, on est sur des populations qui sont très tech. Donc, il y a d'autres sources d'informations que juste le CV, quoi. On peut aller sur des GitHub, on peut aller sur tout un tas de forums, sur des Slack. On peut prendre en compte la réputation de tel ou tel développeur, de tel ou tel tech. On peut faire des tests techniques, on peut faire des tests de personnalité, on peut prendre des références. On a développé un algorithme, justement, on a un mapping de compétences où on peut pondérer des compétences suivant le parcours, soit académique de la personne ou dans quel secteur d'activité il est passé. Enfin voilà, bref. L'idée, c'est que on veut récupérer tout un tas d'informations autres que le CV. Parce que le CV, finalement, bah, c'est pas une grosse valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, en effet, les cabinets de recrutement du marché étaient dit, voilà, j'ai les CV, c'est moi j'ai une CV Tech et j'en ai des milliers, donc je suis important. Aujourd'hui, une CV Tech, vous allez sur LinkedIn, vous faites nom, prénom et vous avez une liste d'expériences des personnes. Donc, le CV en tant que tel n'apporte pas beaucoup de valeur. Ça a des indications. Donc, on n'a pas trouvé mieux. Donc, pour l'instant, on a toujours un peu ça. Mais l'idée, c'est de trouver des informations qui vont corroborer, qui vont valider les compétences en dehors de juste du déclaratif qui est justement sur un CV ou qu'on peut voir sur LinkedIn. Donc, idéalement, et quand on a des faisceaux comme ça on peut prouver les compétences ailleurs que sur du déclaratif. Souvent, nos clients sont beaucoup plus preneurs de ces indices-là, de dire, écoute, voilà, j'ai un test technique, je sais qu'il est expert, on a validé des compétences réellement, et c'est pas que du déclaratif. Et quand on a cette démarche-là, je pense que les clients et tout le monde, voilà, tout le monde trouve ça beaucoup plus sympa. Sur le marché sur lequel on est, c'est des freelance, c'est de la tech. Encore une fois, moi, je pense que les bons experts, souvent, c'est du bouche à oreille et il n'y a pas de CV. On envoie peut-être un LinkedIn, mais maximum un LinkedIn plus ou moins un jour. Mais le CV a de moins en moins de valeur, en tout cas dans le domaine de l'informatique pour moi. Et du coup, c'est de prendre en compte plus les soft skills, challenger un peu les personnes, que ce soit au téléphone ou en entretien physique, leur demander aussi de montrer un peu des réalisations, des projets. Ouais. Pour un UX, on peut avoir accès à ces maquettes. Pour un développeur, on a des tests, des tests techniques sont beaucoup plus pertinents que, on va dire, un CV qui est une longue liste de mots et voilà. Mais bon,
c'est quand même un bon support. Malheureusement, on n'a rien inventé de mieux. Ils sont toujours là, les CV. Et c'est une base de discussion pour beaucoup de personnes, quoi. Ouais. Pour rester un peu sur les soft skills, il y a Julie qui demande comment les challenger. Donc, Caroline, tu l'as un petit peu dit avec l'exemple des stagiaires. Mais ouais, comment challenger les soft skills, que ce soit en entretien téléphonique ou en physique? C'est pareil, hein, c'est une question de facts and figures, hein, pour moi. On veut savoir. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut savoir. Donc, il faut de nouveau fixer l'objectif. En termes de soft skills, vous voulez des soft skills, pourquoi? Parce que c'est bien d'être gentil ou parce que c'est bien d'être rigoureux ou parce que, je sais pas, en fait, soit on en a vraiment besoin pour un objectif, soit on n'en a pas besoin. Donc, c'est important de se poser la question de savoir pourquoi on va évaluer ça. Et de nouveau, des faits, quoi. Prouve-moi que par le passé, tu as été quelqu'un de rigoureux. Et rassure-moi là-dessus. Moi, ce que j'aime bien pour évaluer les soft skills, mais même les hard skills, c'est, je pose la question, et c'est une question qui vient de Wu encore, donc comme quoi, décidément, je suis une grosse fan. J'aime bien poser la question de quoi tu as été le plus fier dans une expérience. Donc, je prends les différentes expériences et je pose la question de quoi tu as été le plus fier et de quoi tu as été le moins fier dans cette expérience. Et ce qui est intéressant du point de vue des soft skills, c'est que à la fois souvent dans de quoi tu as été le plus fier, d'abord on trouve les drivers. Souvent les gens sont pas le plus fiers. C'est pas du tout la même réponse que sur sur quoi, en quoi tu as réussi ce job. Les gens vont pas du tout répondre la même chose. Ils vont répondre ce qu'ils pensent avoir fait en réponse aux attentes de leur boss, quoi. Ils vont répondre ce qu'ils pensent que leur boss dirait si on posait la question est-ce qu'il a réussi. Alors que si on leur demande de quoi tu as été le plus fier, souvent on tombe sur ses drivers. Qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qui le rend fier? Et ça dit beaucoup de ses soft skills souvent. Et puis de quoi tu as été moins fier, ce qui est très intéressant, ce qui ressort à chaque fois, c'est le niveau d'exigence que la personne se met et sur quoi. C'est-à-dire que souvent, de quoi tu as été le moins fier, ce qui me fascine, ce qui vraiment me passionne dans cette question-là, c'est pas de savoir si le mec s'est planté sur A ou sur B. Tout le monde se plante. Et si vous posez la question en attendant de savoir si vous allez tomber sur quelqu'un qui ne se plante jamais, en fait, vous faites déjà une erreur de recrutement. C'est-à-dire qu'à mon sens, si on cherche quelqu'un qui n'a pas de défaut, on se met juste une énorme poutre dans l'œil. Donc, cherchez plutôt quelqu'un qui a les défauts de ses qualités, déjà d'une part, et par ailleurs, quelqu'un qui met la barre assez haut avec lui-même pour ne pas être fier de quelque chose qui est certes un vrai problème. Je veux dire, on va pas kiffer les gens qui nous disent ouais, alors je suis pas fière parce que je suis trop perfectionniste. Enfin, c'est le classique. Nul, quoi. C'est la classique. Mais quand on leur demande vraiment sincèrement, parce que fier, ça se rapporte à des émotions. Hein. Donc, dans une discussion entre deux humains, quand on pose une question sur les émotions, on tombe pas sur la même partie du cerveau. Et ça, c'est très important parce que du coup, on va voir. D'abord, on voit la personne qui commence à avoir un espèce de, c'est physiquement sur sa tête, c'est oh, je sens le moment où j'ai eu honte de ce truc-là. Donc, s'il n'y a pas ça, déjà, c'est que la personne n'est pas authentique. Et après, à vous de vous poser la question de savoir si c'est important d'avoir quelqu'un d'authentique. Et ensuite, si on a vraiment affaire à quelqu'un qui est allé chercher le moment où il n'était pas fier, voir à quel point un peu, enfin, dans ce langage non verbal, on peut voir à quel point il n'en était pas fier, ou même dans le langage verbal, il peut le dire. Et après, il y a ce deuxième effet qui se coule, qui est de voir où est-ce qu'il met la barre, quoi, avec lui-même. Et ça, c'est très, très parlant. Et moi qui ai fait plus de 1000 entretiens Ignition, parce que bon, maintenant j'en fais plus beaucoup, mais chez Ignition, j'en ai fait, je crois, 1500, un truc comme ça. J'ai vu dans ces entretiens vraiment quelque chose de très parlant au moment où on leur demande des questions sur l'émotion que ça leur a fait de vivre quelque chose. Et l'émotion de la fierté ou de la non-fierté ou de la honte est une question très puissante. Oui. Je sais pas si Stéphane, tu vas ajouter quelque chose dessus. Et même, je pense que c'est important à dire aussi, c'est que quand on veut challenger les soft skills, il faut poser des questions sur les expériences au travail. Mais les soft skills, on les développe pas que sur le lieu professionnel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est important de dire aussi aux candidats qu'ils peuvent se mettre en avant, pas que par leur expérience pro, mais aussi par des choses qu'ils font dans la vie de tous les jours. Oui, au contraire, je pense qu'il faut les laisser prendre des exemples qui sont en dehors
de l'expérience pro, on en sait beaucoup plus sur la personne, qui va beaucoup plus se dévoiler, dévoiler, on va dire, quand elle va parler sur des sujets beaucoup plutôt perso que pro, où là, elle a pu préparer aussi un discours un peu rodé, quoi. Et si on la laisse parler avec des exemples qui sont des exemples concrets, qui vont back-upper la question qu'on pose, qui vont être pertinents par rapport à des mises en situation, et plus on tape dans le perso, plus on commence à voir qui on a en face de soi, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, Stéphane. En fait, moi, j'avoue que dans mon expérience des entretiens, ce qui m'a frappé, c'est que il y a des gens qui ont des discours très très préparés sur leur expérience perso. En fait, les gens pros, ils essayent de préparer leur entretien. Simplement, ils savent pas toujours ce qu'ils doivent préparer. Donc, tu es plus ou moins adroit dans l'exercice. Il y a des gens qui y arrivent très bien, et puis il y a des gens, c'est un peu trop ficelé, quoi. Et en fait, je trouve que vraiment, ce qui change la donne, c'est quand on a quelqu'un qui parle de ses émotions. Et quand on a quelqu'un qui n'en parle pas, d'ailleurs, c'est important de l'autoriser. Je trouve en entretien, c'est important d'autoriser à parler des émotions qui l'ont traversé dans telle ou telle situation, professionnelle ou personnelle. Ça t'a plu, ça t'a pas plu, ça t'a nourri, ça t'a enthousiasmé. Enfin, réappuyer quand la personne parle de son expérience, appuyer de manière très concrète, enfin, ou plutôt très émotionnelle sur mais ça t'a fait quoi ça? Ça t'a fait quoi cette histoire-là à ce moment-là? Je trouve que c'est là qu'on apprend beaucoup sur la personne et qu'on tombe dans une discussion beaucoup plus authentique. La question, ça t'a fait quoi ce truc-là? Ça t'a fait quoi de traverser ça? C'est souvent très, très apprenant. Oui, et je pense qu'ils ne sont pas habitués à se faire challenger comme ça sur des choses plutôt perso ou les émotions. Et là on voit réellement l'authenticité de la personne ou pas. Mais, parce que le discours est beaucoup moins préparé que on va dire que le discours sur une vie professionnelle très, très carré, quoi. Ça, c'est très Ignition. Hein. Je ne sais pas si ça. Je parle pour ma paroisse, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment développé très fort chez nous. On reparlera un peu plus en détail sur les questions et oui, sur toute cette partie plus recrutement, soft skills, etc. Mais il y a un point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder du coup, c'est donc quand on a défini un peu notre fiche de poste et nos besoins, ouais, comment savoir quel type de profil on va choisir et là-dessus, Stéphane et Caroline, c'est surtout sur savoir est-ce que je vais recruter un salarié qui va rester dans l'entreprise ou est-ce que je vais recruter un freelance sur un projet un peu spécifique. Du coup, la grande question, c'est comment savoir si je choisis un salarié ou un freelance et dans quel cas, pour quel projet je vais choisir un consultant, dans quel cas je vais choisir un salarié. Je ne sais pas si Stéphane, tu veux commencer par exemple sur. Oui, parce que je pense que c'est un sujet qui historiquement je trouve que le monde du freelance et le monde du salariat sont deux mondes un peu séparés, un peu opaques. Ça, c'était avant, je trouve. Et de plus en plus, je vois de moins en moins de différences entre. Alors, il y a toujours des différences entre quelqu'un en termes de motivation, quelqu'un qui se projette en tant que salarié ou en tant que freelance. Mais il y a aussi beaucoup de points communs. De plus en plus, je trouve que les candidats, alors encore une fois, je pense que c'est assez spécifique à la tech. Ah mince, on était bien partis, hein. Bah ouais. Ah là là. 2021, mais toujours des problèmes de connexion Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je prends la main, mais c'est dommage. La main, ouais, plus sur la partie salariée quand Stéphane reviendra. En fait, moi, j'avoue, mon combat, c'est l'épanouissement des salariés. Et de ce point de vue-là, j'ai beaucoup milité pour le CDI. Et d'ailleurs, nous, on fait beaucoup de CDI. Néanmoins, je m'excuse, hein, Stéphane, j'ai pris la main, mais vas-y, continue si tu veux. Enfin, je sais pas, je continue. Continue, je l'en après. J'ai beaucoup milité, moi, pour le CDI, d'un point de vue très épanouissement des salariés. Je sais que le freelance est très épanouissement à titre personnel pour certaines personnes et donc en réalité j'ai beaucoup mis d'eau dans mon vin là-dessus. Mais néanmoins, quand en tant qu'entreprise on se pose la question d'avoir
de permettre aux gens de progresser dans notre structure, je trouve que le CDI est un contrat engageant qui permet de responsabiliser et l'employeur et l'employé sur une progression commune, quoi, sur une évolution. Et donc, ça permet des évolutions que je trouve très, très chouettes à voir. Donc, moi j'aime ça. Mais par ailleurs, j'aime aussi la liberté. Donc, pourquoi pas le freelance de ce point de vue-là? Enfin, le freelance a d'autres qualités. Du point de vue de la question du risque, de mon point de vue, et c'est pour ça que longtemps j'ai milité pour le CDI aussi, c'est que la question du risque se pose très peu, en tout cas dans les startups où on embauche essentiellement, enfin il y a beaucoup d'embauches de jeunes cadres qui de toute façon ont une période d'essai de 8 mois, quoi. Donc après 8 mois à être sécurisé sur la qualité du candidat qu'on a recruté, l'intérêt d'avoir plutôt fait, alors en particulier moi les CDD je suis pas très pour, parce que le CDD en fait c'est s'engager sur une période de temps sans pouvoir la réduire, avec donc moins de flexibilité dans les 8 premiers mois, alors que le CDI finalement on a beaucoup de flexibilité pendant les 8 premiers mois et après on a un engagement. Mais moi ce que je trouve chouette, et c'est ça que je voulais raconter, parce que les deux formats ont de l'intérêt, mais ce que je trouve chouette dans le CDI, c'est qu'il y a vraiment cet engagement sur la durée. Et si on reprend la pyramide de Maslow, avec cette idée de un salarié, il a besoin de sécurité, il a besoin d'appartenance, il a besoin d'estime, il a besoin d'accomplissement. Eh bien, la sécurité, c'est vrai que le CDI aide beaucoup à se sentir, enfin, il y a un cadre. Il y a en fait une symbolique du CDI. Hein. Il faut quand même réaliser que ces contrats qui ont une réalité juridique, hein, derrière, c'est pas innocent juridiquement et financièrement, hein, toutes ces choses-là. Mais finalement, si on connaît bien les modalités, en fait, on est verrouillé vraiment nulle part. Il faut juste bien comprendre les modalités du CDI versus les modalités du CDD versus du freelance. On est bloqué vraiment nulle part. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est que la symbolique du CDI aide à créer de la perspective et à développer le potentiel de ces recrues. Donc il y a cette notion de sécurité pour la recrue, il y a cette notion d'appartenance, malgré tout il y a une symbolique autour de on s'est tous engagés ensemble. C'est comme marié par marié. Si vous êtes dans un couple et qu'on n'est pas marié, ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas, mais une fois qu'on s'est engagé, quand même on a un peu plus le sentiment d'appartenir à la même famille, quoi. Donc pour l'appartenance ça joue aussi. Pour l'estime et pour l'accomplissement, ce sont des dimensions que je trouve très intéressantes à étudier du point de vue du CDI. C'est-à-dire que je m'engage avec toi, donc notre entreprise s'engage à grandir avec toi, et en particulier dans une start-up où l'entreprise grandit et où elle a besoin que sa recrue grandisse. C'est-à-dire que quand on est dans une start-up, on l'embauche, on est 2, on est 3, on est 10. Un an plus tard, la personne se retrouve dans une boîte qui fait 30 personnes, et donc cette personne qui est arrivée au début, on a souvent besoin qu'elle soit capable d'encadrer les nouvelles personnes qui arrivent, quoi. Et dans ce cas-là, c'est vachement intéressant d'avoir une symbolique forte d'engagement mutuel l'un envers l'autre. Avec une notion de je vais t'aider à t'accomplir, je vais t'aider à trouver du sens, je vais t'engager dans mon projet avec une envie de t'engager dans l'impact sur le monde que je souhaite avoir. C'est vrai aussi des autres contrats, hein. Simplement la symbolique derrière est importante, et je trouve que cette symbolique du CDI, d'abord elle est très puissante en France. Le CDI compte pour beaucoup en France. Les Français sont très attachés au CDI, et donc finalement, quand on propose un CDI à un salarié, on obtient de lui une certaine forme d'engagement qui est intéressante à exploiter du point de vue de l'employeur, et qui est intéressante à exploiter si on sait utiliser cette symbolique, et si on sait du coup montrer de l'engagement, montrer aussi qu'on s'intéresse à son épanouissement, à son parcours de carrière, comment il va évoluer dans le temps. Et je trouve que c'est ça finalement qui est très intéressant avec le CDI, c'est qu'il offre du temps long. Moi, j'aime bien aussi, c'est peut-être la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans toute ma perspective et dans toutes mes convictions RH, j'ai toujours intégré une notion de temps long. Les gens ne sont pas linéaires dans leur vie. Ils sont pas
toujours bons comme ça, quoi. Déjà, s'ils étaient toujours bons comme ça se saurait. Alors, bons comme ça, c'est encore plus improbable. Ce qui arrive, en réalité, c'est plutôt des espèces de trucs comme ça, si vous me voyez. C'est-à-dire des espèces de montagnes russes qui doivent être accompagnées, enfin, en tout cas, que je trouve riches à accompagner. Je trouve qu'il y a une grande richesse à accompagner les gens dans leur force et dans leurs moments de succès, comme dans leurs moments difficiles, parce que c'est comme ça que la structure apprend et que la personne apprend et que ensemble on fait vraiment des étincelles. C'est-à-dire que si on arrive à accompagner ça, alors on obtient des gens. Moi, j'ai vraiment vu que quand on accompagne ça, on obtient des gens qui font des bons de carrière, de tarés, et qui arrivent dans une boîte, ils sont les 3, ils ont 25 ans. 3 ans plus tard, on est 30, ils ont la responsabilité de 10 personnes et ils s'en sortent. Et ça, je ne voyais pas ça nécessairement dans le conseil, qui est pourtant un endroit dans lequel on a coutume de faire évoluer les gens très vite. On le dit, je veux dire, les grands cabinets de conseil font évoluer les jeunes très vite. Néanmoins, pas à la vitesse de certaines startups. Quand on arrive à accompagner dans le temps et dans la durée et dans les difficultés que ça implique des jeunes à fort potentiel. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant. Donc, je trouve le CDI intéressant dans sa symbolique. Après, dans le côté juridique, honnêtement, tout est possible. Et en réalité, on maîtrise bien les éléments, mais peut-être, je ne sais pas si c'est le lieu de décrire les éléments. Ça se rompt très facilement si on a respecté le contrat moral qui nous engage dans une relation long terme. C'est-à-dire que si à tout moment on a prévenu la personne qu'elle n'était pas au niveau et qu'à tout moment on a mis en place les conditions pour qu'elle puisse évoluer, donc pour pouvoir faire ses montagnes russes et évoluer, alors le droit français permet dans tous les cas de se séparer de n'importe qui. Donc en fait, c'est pas un sujet. Voilà. Et moi, je pensais plus à dans quel cas. Donc oui, tu as dit quand on recrute un salarié en CDI, faut que la personne fasse partie intégrante de la société et qu'on grandisse ensemble. Mais là, je vais laisser Stéphane parler. C'est les cas où on a besoin d'une expertise, par exemple, où là, du coup, il faut recruter plutôt un freelance ou un consultant. Oui, non, je pense qu'il peut y avoir des. Je reviendrai sur la partie freelance et CDI et sur la symbolique, parce que ce qui est amusant, c'est que c'est pas les sociétés qui poussent le phénomène du freelance. Et le phénomène du freelance, c'est vraiment un phénomène de société, mais ça vient de nous, ça vient des candidats et de ce désir de liberté, d'autonomie. Mais après, je pense qu'il y a des arbitrages assez simples à faire entre on a besoin de compétences et il ne faut pas se fermer de canaux pour trouver les bons profils. Et dans certains cas, il faut arbitrer sur un CDI, d'autres sur un freelance. Quand on a besoin d'une expertise très pointue sur 15 jours et qui est complètement exotique et qui a besoin d'une compétence qui est pérenne dans sa société, ok, on va vers du freelancing. Quand on a un besoin pompier urgent un lundi matin, on peut pas décemment recruter. Voilà, c'est pas possible. Le temps de faire la fiche de poste, de lancer le process de recrutement, de la sélection, les 3 mois de préavis. Une fois qu'on lance une chasse, ou plus rapide, voilà, c'est entre 2 et 4 mois que la personne est là. Donc voilà, donc cet aspect rareté de la compétence, pas rareté, mais un besoin vraiment exotique et très ciblé. Un besoin pompier très urgent. Donc tout ça c'est pour ça plaide quand même plus pour des freelances. Mais après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir mixer de plus en plus. Moi, je pense que le statut la plupart, moi, ce qui m'avait, je faisais beaucoup de chasse de tête également avant sur des profils de partenaires dans des grandes structures, des personnes avec 40, 50, 60 ans sur vraiment des très grosses responsabilités. Et à un moment donné, il me parlait plus du tout il me parlait de projet, il me parlait d'équipe, il me parlait, voilà, qu'est-ce que je vais faire concrètement. Et de plus en plus, je pense que le choix de carrière, les gens ont moins de carrière, en fait. Je pense que les personnes, et ce qui me frappe le plus d'ailleurs, parce que les gens ne se projettent pas dans une structure à 5, 10, 15, 20 ans. Ce qu'ils veulent et les questions qu'ils posent, c'est OK, c'est quoi le projet et avec quelle équipe? Et c'est pour ça que le phénomène du freelancing est si fort dans l'informatique, parce que voilà, il y a une pénurie et là, les gens savent qu'ils peuvent beaucoup mieux gagner leur vie en se mettant à leur propre compte. Et aussi chez les jeunes, parce que les jeunes se projettent plus du tout aujourd'hui à faire une carrière dans une société. C'est pas leur objectif, c'est pas ce qu'ils recherchent. Au contraire, ils veulent chercher, c'est ce qu'on appelle un peu les slashers. Donc, ils veulent chercher un projet, ils font 1 an ou 2, ils font autre chose. Ils veulent avoir plusieurs vies, modulées aussi. Ils veulent avoir une flexibilité pour dire, tiens, je bosse 3 jours
peu importe le statut, hein. Je bosse 3 jours pour telle société, en freelance ou en CDI, peu importe, mais derrière, bah, je sais pas, j'aime bien, je veux m'investir dans une asso, le vendredi, je veux avoir du temps pour moi. Et on voit justement cet aspect de personnalisation du monde professionnel, de son parcours professionnel. Eh ben, on a beaucoup plus cette liberté-là quand on est freelance. Parce que là, on peut quand même customiser un peu les choses. Je suis d'accord avec toi. Il y a une vraie révolution des modes de vie et les gens qui favorisent cette question-là du mode de vie aiment beaucoup le modèle de freelance. Aussi, les gens qui ont moins besoin d'appartenance. Enfin, mon constat, c'est que les candidats que j'ai vus devenir freelance, parce que nous, on a pas mal de candidats aussi qui ont choisi à un moment donné dans leur vie de devenir plutôt freelance que de faire du CDI. Et c'est vrai qu'ils privilégiaient un mode de vie. Et en fait, du coup, le travail est une part plus. Enfin, il y a d'autres choses dans leur vie que le travail. Alors que les gens qui investissent beaucoup leur travail en CDI vont plus intégrer leur plaisir dans la mission. Ils vont prendre plus de plaisir à bosser. Là où les gens qui vont chercher le freelance vont pas chercher le plaisir, ils peuvent prendre du plaisir à bosser. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais enfin que vous n'entendiez pas ce que je ne veux pas dire plutôt. Mais ils investissent moins, il y a c'est moins important en fait puisqu'ils ont d'autres choses. Et donc je suis tout à fait d'accord qu'il y a un phénomène de société. Après, moi, ce que je constate quand même, c'est que pour certaines personnes, c'est parfois difficile de ne pas retrouver cette projection dans le temps, dans la durée, un sentiment d'appartenance. Oui. Et pour d'autres, c'est très important d'avoir cette liberté. Donc, le choix freelance ou CDI, après, c'est un choix personnel du candidat, mais l'entreprise, en fonction de ses besoins, va avoir besoin forcément de salariés pour construire un peu le noyau dur et faire évoluer l'entreprise avec elle. Moi, je suis d'accord avec Stéphane là-dessus. Hein. L'expertise ponctuelle, il n'y a rien de mieux qu'un freelance. Hein. Sur une expertise ponctuelle, pour transmettre une expertise à une équipe, c'est incroyablement puissant. Et alors, ça peut être expertise ponctuelle, mais de plus en plus, donc ça c'était avant, et de plus en plus, on voit même aujourd'hui, je vois des postes stratégiques, on place des freelances. Alors moi, je suis dans l'informatique, on place des DSI en freelance, on place des CTO dans une startup, donc un CTO dans une startup et une scale-up, hein, aucun problème. Hein. Donc on place des experts et fondamentalement, même si on est en France, on est très attaché au CDI, il y a un historique, mais je ne suis pas, moi, tout à fait persuadé que la loyauté, ça soit une question de statut juridique, ou l'implication sur un projet soit une question de statut juridique. Non, c'est pas une question de statut juridique, c'est une question de symbolique et de comment les gens prennent ces symboles. Donc après, on peut tomber sur des candidats qui ne vivent pas du tout les symboles de la même façon. Je sais que nous, on avait fait une petite étude plutôt au début du Covid pour savoir comment les freelances avaient un peu ressenti la crise et même plus globalement pourquoi ils avaient décidé de devenir freelance et ce qu'ils recherchaient dans une mission. Et je crois que c'était 83%, un truc comme ça, qui disaient que dans une mission, ils choisissaient l'entreprise aussi pour la culture et pour l'ambiance de l'équipe. Donc même s'ils ne font pas partie intégrante tout au long de la vie de l'entreprise, on va dire, ils vont choisir quand même une mission en fonction de l'intérêt du projet pour évoluer en compétences, mais aussi en fonction de la valeur de l'entreprise et de l'ambiance de l'équipe, même s'ils ne vont pas rester forcément 5 ans, voire 20 ans dedans. Mais attends, mais de plus en plus, certains de nos clients recrutent à des postes vraiment stratégiques et de management des freelances et dans la durée. C'est-à-dire qu'on a des contrats de 3 mois à 6 mois renouvelables avec une visibilité de 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais cela dit, Stéphane, ça a toujours existé, ça s'appelle du management de transition. Hein. Oui, non, mais là, je te parle aussi pas sur sur des développeurs. Hein. C'est-à-dire qu'un développeur, un développeur qui est bon aujourd'hui, même en CDI, il reste 2-3 ans, c'est déjà pas mal. Tout à fait, mais sur les développeurs, ça a toujours existé, ça s'appelait l'outsourcing, et sur les managers, ça a toujours existé, ça s'appelait du management de transition. Mais là où je te suis complètement, c'est qu'il y a un phénomène de société où il y a beaucoup plus de gens qui ont envie de vivre plus librement aussi. Hein. Il y a une stat qui est intéressante, c'est une stat, alors c'est aux États-Unis. Le 34% de la population active aux États-Unis est freelance, et en 2027, c'est 51%. Ouais. Un actif sur 2 sera freelance aux États-Unis. Alors, on n'est pas les US, clairement, mais j'ai bossé pendant 10 ans pour des boîtes anglaises, et après, alors 5 ans dans des boîtes anglaises et 5 ans dans des boîtes américaines. Et il y a quand même un phénomène de vase communicant où les modes et les tendances sont quand même initiés outre-Atlantique.
Et on le voit aujourd'hui. On est à 13-14% de freelance, mais avec des taux de croissance très, très importants. Et il y a un vrai engouement. Alors, si on prend l'informatique, moi, je fais que de l'informatique, donc je n'irai pas voir d'autres domaines, mais dans l'informatique, la question qu'on se pose, c'est pas est-ce que la personne va passer freelance, c'est quand est-ce que la personne va passer freelance. Avant Covid, quand on faisait c'est pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est de plus en plus de personnes vont le. Ils se poseront tous la question. Mais après, il y a des bascules. Je pense qu'un CDI ou le statut, on peut basculer de l'un à l'autre. Voilà, c'est pas du tout hermétique. Et en fait, c'est qu'une histoire de statut et de temps en temps, voilà, ça peut être intéressant de revenir en salarié, sachant qu'encore une fois, ce que les gens recherchent, c'est l'intérêt du projet, l'équipe, c'est les mêmes questions, peu importe que vous soyez salarié ou freelance. Et les gens peuvent basculer de l'un à l'autre. Nous, on a mis un système comme ça. On avait fait un événement avec un freelance dans la data, qui était freelance, et il a tellement adoré l'équipe de Jeddah chez qui il était en mission qu'au final, il a rebasculé en CDI et qu'il est resté avec eux. Donc oui, comme tu viens de dire, on peut basculer de l'un à l'autre, mais le but pour une entreprise, ouais, je pense que c'est construire un peu le noyau dur avec des personnes salariées, et pour les besoins ponctuels ou très précis, recruter des freelances ou des consultants. Après, recruter un freelance, ça peut être pour un besoin, mais ça peut être aussi construire une relation sur la durée. Par exemple, sur des besoins de graphisme, de développement, etc. Ça peut être la même personne à qui on va faire appel sur le long terme, mais pour des besoins ponctuels. Donc, il y a quand même une relation avec eux. Et puis après, il y a quelque chose qui est très simple. Hein, sur des populations, encore une fois, je prêche pour ma paroisse sur l'informatique, il y a certaines compétences, elles ne sont plus salariées, tout simplement. Donc, le client a beau vouloir embaucher la personne ne voudra se faire embaucher. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est plus cher quand même. Hein. Parfois, c'est plus cher quand même le freelance, alors que le CDI, c'est moins cher. Et du coup, l'employeur voudrait du CDI et l'employé préfère du freelance parce que il a plus. Et donc, c'est pour ça que sur certaines compétences, sur certaines expertises, si les clients veulent recruter, et c'est pour ça que je pense que les clients subissent ce phénomène du freelance, c'est-à-dire que dans la tech, à un moment donné, même sur des missions longues, parce que là on parle légalement, on peut aller jusqu'à 3 ans de mission, mais sur des missions de 3 ans, les clients recrutent des freelances sur des missions de 3 ans. Donc c'est des vrais projets, il y a une vraie stabilité, et c'est souvent le freelance qui part quand il en a ras-le-bol parce qu'il a fait le tour du projet. Mais les compétences sont tellement rares qu'il y a un vrai basculement c'est un vrai phénomène, hein, c'est un vrai basculement des compétences sur le marché du freelancing. Et les clients, s'ils veulent staffer des équipes et des bons, ils doivent faire appel à des freelances. C'est plus possible d'ignorer ce phénomène du freelancing, parce que si on veut attirer les meilleurs, à un moment donné, il faut aller les chercher là où ils sont. Il y a encore quand même quelques développeurs en CDI, mais c'est OK. Mais il y a encore il en reste. On a besoin des deux profils. C'est surtout de définir dans quel cas on va s'orienter vers un CDI, dans quel cas on va faire appel à un consultant. Mais c'est vrai que ça change la façon de recruter. C'est-à-dire que quelqu'un en recrutement, quand je faisais du recrutement en CDI, l'approche, elle est vraiment, voilà, on sélectionne le meilleur, on le recrute et on le projette 3 ou 5 ans dans la structure. C'est vrai qu'un freelance revient assez régulièrement sur le marché. Et le recrutement, on n'est plus du tout en mode chasse, push, mais notre objectif aujourd'hui, c'est plutôt de l'animation de communauté. Donc, on a constitué des groupes de réseaux comme ça, où il y a des réseaux d'entraide, des réseaux de partage, et les freelances peuvent échanger entre eux, avoir des retours d'expérience, trouver des bons prestataires, organiser un petit peu l'écosystème. Et on est vraiment dans c'est de l'active sourcing. Donc, c'est la création de communautés de compétences où les gens, on va les recruter parce que finalement, ils sont toujours dans notre écosystème. Mais on ne va pas juste aller faire aller choisir et faire un recrutement, parce qu'après, une fois qu'on s'est dit on le place, normalement, il est staffé sur du moyen long terme, 3 ou 5 ans. Tandis que le freelance, c'est quelque chose qui revient. Donc, la notion du réseau actif et de communauté est vraiment très, très, très important pour les freelances. Et les freelances en ont besoin d'ailleurs. S'ils veulent trouver des missions et échanger avec l'écosystème, ils ont besoin de se trouver des tribus, quoi. Et même quand une entreprise, je pense que Caroline, tu peux le dire aussi, même si l'entreprise recrute un freelance, c'est pas parce que c'est pas un salarié qui est en CDI dans l'entreprise qu'il faut pas l'intégrer à l'équipe et au projet.
c'est important d'intégrer chaque personne. Si là à plein temps, oui, évidemment. Évidemment. Mais et selon la durée, mais c'est une question de durée. Si on s'engage sur 3 mois, c'est toujours plus long que pour beaucoup de freelance. N'empêche que c'est pas la même chose que de s'engager sur un CDI qui est, en gros, on se dit au moins pour 2 ans, on sera ensemble, quoi. Donc, on n'aura pas du tout la même démarche dans la culture d'entreprise, etc. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit. Et je me disais, je voyais, enfin, je sais pas, je veux pas faire l'animation, mais je voyais des questions auxquelles on n'avait pas répondu. J'allais passer aux questions auxquelles on n'a pas répondu. Je sais qu'il y en avait une au début sur la partie recrutement. Quel profil choisir surtout est-ce que vous choisiriez quelqu'un qui a plus d'expérience mais qui est moins adapté à la culture d'entreprise ou une personne qui est vraiment en adéquation avec la culture de la boîte mais qui a un peu moins d'expérience et peut-être correspond peut-être un peu moins au niveau juste du CV? Moi, je dirais sur la deuxième option, sans trop de difficultés. Ouais, c'est plus subtil. Enfin, c'est-à-dire, ne soyons pas manichéens. Il me semble que il faut s'assurer que d'abord, il ne faut pas faire de recrutement qui soit médiocre. Donc, quelqu'un qui serait pas capable de remplir la fiche de poste qu'on s'est donnée, au moins à 80%, en fait, il faut pas le prendre. Mais après, la question de la compétence, d'avoir déjà fait ce qu'on demande à faire, ça, encore une fois, c'est pas le sujet, hein. Moi, dans ma boîte, il y a quasiment que des gens qu'on a recruté qui avaient complètement les compétences, mais qui néanmoins souvent avaient fait des gros virages pour venir chez nous et dans les postes dans lesquels on les prenait. Et moi, je trouve ça fascinant parce que quand les gens font des gros virages, souvent ils les font parce que vraiment ça leur correspond mieux d'être dans ce nouveau poste. Souvent, ils réalisent que ils ont une opportunité là d'aller vers quelque chose qui leur plaît mieux, qui est fondamentalement une chance pour eux. Et donc, ils vont se donner à fond pour ce truc-là. Et c'est une chance incroyable que d'avoir des gens qui font des virages. Bon, ça, c'est mon petit truc perso. Donc, tout ça pour dire que quand les gens n'ont pas exactement la ligne de CV qui convient, c'est pas le sujet. En revanche, s'ils vont pas dans la culture, c'est vrai que ça va pas marcher, quoi. Enfin, souvent ça va pas du tout fonctionner, c'est-à-dire on peut pas créer une entreprise à moins d'avoir un poste sur lequel on a quelqu'un qui ne parlera jamais à personne, ce qui parfois arrive, mais c'est quand même très rare, ne serait-ce qu'à son boss, quoi. S'il n'est pas dans la culture, en fait, ça va pas marcher. Et j'ajouterai un autre truc, au-delà de la culture, moi, ce que je vérifie beaucoup dans l'entretien final ou dans l'entretien final pour chez nous, mais aussi dans des entretiens où on accompagne des clients à vraiment valider leur recrutement pour eux et pas simplement la présélection qu'on leur a proposée. Quand on revalide avec eux, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de vérifier que les drivers de cette personne correspondent aux drivers de la boîte. C'est-à-dire que, surtout dans une startup, on va faire peut-être 1000 pivots de taille plus ou moins grosse. Du point de vue du fondateur, souvent, c'est pas des si gros pivots que ça. Enfin, il y en a qui sont plus visibles que d'autres, mais souvent, on prend des virages et du point de vue du fondateur qui est très aligné avec ce qu'il veut faire, finalement, mais non, j'ai pas tellement bougé, c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Parce que son why, si je reprends les mots de Simon Sinek, est toujours aligné avec ce qu'il est en train de faire. Et pourtant, le business a changé. Si on n'embauche pas des gens qui partagent ce why, qui partagent le pourquoi on fait tout ça, en fait, à chaque fois qu'on va faire un demi-virage ou qu'on va prendre une petite alternative stratégique, ces gens-là, on va les perdre. Si on prend des gens qui sont bien alignés avec le why, ils vont nous accompagner dans ces changements stratégiques et ils vont même les initier pour être au plus proche du why et du marché. Donc, pour moi, ça, c'est fondamental. Ouais. On va répondre aux dernières questions parce que ça va faire bientôt 1h30. Il y a une question de Ben, je pense que ça plus peut-être pour toi, Stéphane. Comment recruter un bon VP CTO? Sur quels critères tu vas te focaliser? Pour toi, c'est quoi les critères les plus importants? Tech management. Là, c'est pareil, j'ai pas forcément de réponse toute faite. Tout dépend de la maturité de ta société. On a recruté là pour des startups, des CTO et des scale-up, leur CTO. Bon, je sais pas, sans citer les noms, mais il y avait une startup qui était à, je sais pas, c'était une trentaine de personnes avec un produit très tech. Ils avaient besoin
d'un CTO très hands-on qui était capable de développer. Et l'autre client, c'était une scale-up qui est, ils sont une centaine, ils vont doubler l'année prochaine. Là, ils cherchaient quelqu'un qui était là pour structurer les équipes, mettre du process. Et honnêtement, on n'avait pas besoin de quelqu'un d'hands-on ou de très tech. Donc, la balance entre tech ou management, ça va vraiment, et ça, on revient sur la définition du besoin. C'est toi qui peux répondre à ça, en fait. Moi, je peux pas te donner une solution. Ça dépend de ton business, qu'est-ce que tu veux faire, et la maturité, la maturité de tes équipes, et est-ce que tu as besoin de quelqu'un de vraiment hands-on ou hands-off, quoi. En général, oui, sur une toute petite équipe, je pense que le CTO a besoin de faire un petit peu de tech, et plus l'équipe est grande, souvent, ça va être une personne qui est vraiment là plus pour manager tout le reste de l'équipe. Mais nous, on a des collectifs, par exemple, de CTO de transition. Et en effet, dans les CTO de transition, alors CTO, c'est un mot, hein, mais ça va du développeur tech lead qui est dans une startup, qui va développer et leader le reste de l'équipe et monter les premières briques des équipes tech. Et il y a des CTO de transition qui peuvent manager une centaine de personnes. Et c'est pas du tout les mêmes profils, quoi. Donc, tout dépend de ton besoin. En fait, nous, on s'est rendu compte dans l'équipe qui gère les recrutements de développeurs et de CTO qu'il y a 3 types de CTO. Il y a le CTO de early stage et puis en fait, selon le niveau de progression, pas de progression, selon le niveau de maturité de la startup et selon le niveau de maturité de l'équipe tech qu'il y a derrière et selon le niveau de maturité du produit qui a été développé aussi, nous, on a simplifié en 3 niveaux de 3 types de CTO qui vont être capables d'adresser ces sujets-là. Et évidemment que c'est pas pareil d'être au début d'une histoire et même si on a besoin de manager, d'avoir besoin d'être très inventif dans les solutions qu'on va apporter parce qu'on est en train de créer un produit. Et donc d'être à la fois en train de développer, d'imaginer les solutions et d'être un peu le CTO qui va bricoler est un mot un peu fort, mais qui va être capable de faire aboutir très très vite un MVP, en tout cas. Et ça, c'est une compétence très forte. C'est des gens qui sont extrêmement puissants dans des entreprises très jeunes. Et puis à l'inverse, à l'autre bout du spectre, il y a le CTO d'un produit qui est déjà avancé, qui a une histoire, qui a naturellement sa dette technique qui est plus ou moins grande, etc. Et là, il faut des gens qui sont qui ont d'autres qualités managériales, etc. Mais donc il faut penser à aussi quel stade de produit et quel stade de start-up on est. Ok. On va bientôt terminer. Juste si vous avez c'est pas la question de savoir si c'est bien ou mal, mais plus dans quel cas ça pourrait être utile. Est-ce qu'on a eu 2 personnes qui avaient demandé est-ce que vous pensiez des entretiens collectifs et des escape games. Donc pour vous, dans quel cas ça serait pertinent de mettre ça en place pour des recrutements? Moi, perso, sur les entretiens collectifs, c'est un retour tout à fait personnel. Je trouve ça un petit peu délicat. Je trouve que c'est un exercice un peu délicat. On met les gens un peu en porte-à-faux. Peut-être qu'il faut que ça soit bien fait, mais en tout cas, moi, par ma propre expérience, j'ai pas trouvé ça une expérience très agréable. Alors peut-être que c'est le format qui était pas bon. Caroline, tu as peut-être d'autres retours d'expérience, mais moi, je suis pas un grand fan des entretiens collectifs. Moi, je préfère l'individuel aussi parce qu'en fait, j'ai toujours peur que les grandes gueules empêchent de travailler, tu vois. C'est un peu mon sujet. Mais les hackathons ou les projets, ou faire travailler sur des projets collectifs. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Startup Weekend. Alors, pas en direct avec eux, mais mon associé a travaillé beaucoup en direct avec eux. On a il y a des choses très intéressantes dans le fait de voir les gens évoluer sur des projets. Mais il faut savoir enlever ce biais de lui, on l'a vu plus, c'est pas forcément le plus pertinent pour ce projet-là, pour le projet qu'on va vouloir faire. Voilà. Ok, ça marche. Écoutez, ça va faire 1h30. Je pense qu'on a abordé pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on peut rester
des heures à échanger dessus. Mais après, le but, c'est qu'on fasse d'autres événements pour aborder un peu plus en détail, oui, la partie recrutement et aussi la partie onboarding et intégration des personnes. Du coup, on fera sûrement des événements sur la suite de la phase du recrutement un peu plus tard dans l'année. Mais en tout cas, je vais remercier Caroline et Stéphane pour leurs conseils et leur retour d'expérience et à tous les participants d'avoir été là. Le webinaire sera disponible en replay, donc si vous voulez revenir sur des points qu'on a abordés ou si vous voulez contacter Caroline ou Stéphane, même directement retourner sur nos sites, n'hésitez pas. Et s'il y a des conseils qui peuvent être utiles à d'autres personnes, n'hésitez pas aussi à partager le replay, ça peut toujours être utile. Donc voilà, je vais vous dire merci, bonne soirée. Et si Caroline et Stéphane, vous avez un petit mot pour la fin. Non, je voulais remercier Caroline pour ton temps et les échanges qui étaient très intéressants. Et en effet, je pense qu'on va essayer de condenser les sujets parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient là pour votre temps. Et puis, c'était un groupe très, très actif et avec plein de questions. Et c'est sympa d'avoir un échange comme ça, un peu à bâton rompu, quoi. Ouais, merci à tous. C'était un chouette moment. Merci Stéphane. Et merci Stéphanie. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.